En 1865, c'est le Second Empire. Napoléon III est au pouvoir. Le courant électrique n'a pas encore infusé dans la société, ni dans l'industrie, qui pour l'heure reste entièrement mécanique. C'est dans ce contexte qu'Albert Pierre Raymond, Benoît Allègre et Alexandre Gutin créent à Grenoble une entreprise qui deviendra un groupe mondial. L'idée des trois compagnons qui ont fondé l'entreprise, c'est de remplacer un bouton banal, neutre, par un bouton métallique estampé à la marque du client. Il démarre avec cette idée. Donc, il y en a un qui découpe, emboutit le bouton, c'est Albert Raymond. Il a fait l'outil pour faire ça. Il y en a un qui grave un poinçon et une matrice pour marquer le bouton à la marque du client, c'est Allègre. Et il y en a un qui fait le traitement de surface, la dorure, l'argenture, le bronzage, etc. C'est Gutin. Ils se sont réunis pour exploiter une idée. Et ça a été la démarche initiale. Toutes les démarches ultérieures ont été du même genre, exploiter une idée en matière de fixation. Cette démarche qui consiste à détecter un besoin en matière de système de fixation, à résoudre le problème, à fabriquer le produit, eh bien, n'a jamais manqué. Je veux dire qu'il y a toujours eu un marché ou des marchés ouverts à cette démarche. Et c'est aujourd'hui, en 2018, nous faisons exactement la même démarche qu'au démarrage en 1865. Mon arrière-grand-père n'a absolument pas conçu cette démarche comme un système. Il a fait ça tout à fait par hasard. Il a eu des idées en matière de fixation qui se sont bien appliquées. Et c'est à chaque idée réussie, l'entreprise a progressé. Mon arrière-grand-père, qui est à l'origine de ce métier dans le monde, n'a pas fait exprès. Il a conçu une première pièce de fixation qui était particulièrement astucieuse et mécaniquement difficile à réaliser. Et ce n'est qu'à partir de la troisième ou quatrième pièce de fixation innovante qu'il a, en quelque sorte, établi la règle. Mais au départ, comme dans beaucoup de cas, c'est un départ fortuit. Qui était-il, celui qui allait lancer à 25 ans l'aventure industrielle à Raymond ? Albert Pierre est né en 1840 dans un petit village du Grésivaudan. Mon arrière-grand-père a été instruit du dessin industriel et il dessinait très très bien. Le dessin qui illustre le brevet du bouton pression 1886 est de sa main, et c'est remarquablement bien fait. Il est sorti de cette école et il a fait un tour de France. Il était compagnon du Devoir et il a fait un tour de France
il était mécanicien ajusteur. C'est avec peu de moyens que les 3 associés se lancent dans l'aventure. Quand Albert Pierre fonde l'entreprise avec ses 2 autres compagnons, Grenoble est une petite ville de province où la ganterie fait les beaux jours de l'économie. Le contexte de démarrage est un contexte d'extrême pauvreté. Mon arrière-grand-père lui-même n'avait absolument aucun capital qui lui permette de démarrer. Ils ont démarré avec rien du tout. Il fallait que leur travail leur permette de vivre, c'est tout. Mais le succès est au rendez-vous et l'entreprise se développe rapidement. En 1870, 5 ans après sa création, elle compte 40 personnes. Encore 5 autres années et ce chiffre monte à 100 personnes. L'effort qu'il a fallu déployer pour passer de 3 personnes à 100 personnes en 1880 est bien plus grand que l'effort qu'on fait actuellement sur une année pour passer de 6500 personnes à 7000 personnes. En 1870, la défaite militaire face à la Prusse de Guillaume Ier de Bismarck sonne la fin de l'Empire. Napoléon III est capturé, puis exilé. La France perd l'Alsace et la Lorraine. L'insurrection de la Commune de Paris accompagne l'avènement de la Troisième République. Arémont traverse un premier changement de régime politique. Sa rapide croissance se poursuit, portée par une série d'inventions et de brevets, dont le crochet à hélice en 1872. Ce crochet à hélice a été un très grand succès et il permettait le lassage du gant sur le bras. C'était un système qui supprimait la couture du bouton et la confection de la boutonnière, mais qui était tout de même pas très pratique parce que sur un gant du soir, il fallait que la personne qui était gantée, en général une femme, un gant du soir, demande à un tiers de lui lasser son gant. Néanmoins, ça a été un très grand succès économique. Et l'entreprise Raymond en a fabriqué des millions. En 1875, le succès est tel qu'ils sont obligés de quitter leur premier établissement rue Chenoise à Grenoble pour venir s'installer Courberia. Ils achètent un tènement immobilier de 5000 mètres carrés à peu près, dans un endroit, c'est la campagne, mais où le terrain coûte pas cher. L'innovation suivante, en 1886, changera la dimension d'Arémont. Cette invention est pensée par Albert Pierre. Il a imaginé un système, qui est le bouton pression, qui présentait tous les avantages requis par les gantiers, c'est-à-dire la personnalisation du bouton, la suppression de la couture du bouton et la confection de la boutonnière, et qui était d'un maniement extraordinairement simple, puisque le fait de boutonner et de déboutonner est une opération d'une extrême simplicité. Si aujourd'hui ce produit est banal, utilisé partout dans le monde et fabriqué à des milliards d'exemplaires, en 1886, c'est une innovation importante. Une précision au dixième de millimètre est d'ailleurs requise pour sa fabrication, ce qui, à l'époque, relève de l'exploit. La notoriété de cette invention a été immédiate et mondiale. Ce qui fait que dès 1888, c'est-à-dire 2 ans après le dépôt du brevet,
le marché de la Maison Raymond était un marché mondial. L'essor de l'entreprise suit celui de l'économie, des sciences et des techniques. À Paris, en 1889, on inaugure la Tour Eiffel pour l'exposition universelle. Malgré les antagonismes créés par la guerre de 1870, l'entreprise s'implante en 1898 en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, tout près de la frontière. La loi allemande autorisait en effet la copie des brevets étrangers dès lors que l'étranger en question ne produisait pas en Allemagne. On avait une liaison ferroviaire entre Grenoble et Bâle. À Bâle, on prenait le tramway et on arrivait en Allemagne, à Laurac. L'idée d'aller s'installer en Allemagne était une idée hardie. Et ils l'ont quand même fait. Et mon grand-père, Achille Raymond, est allé dans la ville la plus facile d'accès à partir de Grenoble, par le train. Voici donc avec Achille Raymond, et pour la première fois, le fils d'un dirigeant engagé dans les affaires de l'entreprise. Achille a été couvé par ses parents. Eux qui avaient manqué de tout dans leurs jeunes années, ne lui ont rien refusé. Il n'a pas fait d'études, mais des stages à l'étranger. Il mène une vie facile, loin de la gestion quotidienne, et profite de la bonne santé de la société. Mais en 1913, Albert-Pierre Raymond disparaît. Lui qui aura travaillé et visité les ateliers jusqu'à son dernier jour. Achille lui succède, et quelques mois plus tard, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La vie d'Achille et celle de l'entreprise vont s'en trouver bouleversées. Les hommes sont mobilisés et les femmes prennent leur place dans les ateliers. La production ralentit et l'entreprise participe désormais à l'effort de guerre. Le marché du gant devient secondaire. Il faut fabriquer des produits destinés à l'armée. Et l'entreprise se lance dans des fournitures militaires. À titre personnel, Achille Raymond contribue à sa façon à l'effort de guerre. Il a imaginé transformer la maison de son père, au 113 Courberia, en ambulance. On appelait ça, l'ambulance, c'était un hôpital militaire. Et mon arrière-grand-mère, non, ma grand-mère, a été bombardée, infirmière en chef de cet hôpital militaire. Cet hôpital a malheureusement tourné pendant 5 ans. Et tous les frais de cet hôpital ont été assumés par mon grand-père Achille. L'armistice survient enfin en 1918, mettant fin aux hostilités. Au sortir de la Première Guerre mondiale, tous les marchés sont bouleversés. L'entreprise va devoir redéployer son outil industriel et faire face à une concurrence féroce. Le marché des fournitures militaires a disparu. Le marché de la ganterie est sinistré et beaucoup des clients Raymond ont disparu. Et là, il faut se diversifier ou disparaître. Et ça, c'est le travail d'Achille. À Grenoble, il y a au moins 6 ou 7 maisons qui se sont installées en concurrence avec la maison Raymond. Achille Raymond doit donc faire face à une concurrence extrêmement violente, à une nécessité de diversification, et c'est un réveil très brutal. Et donc les 20 ans qui vont séparer 1919 de 1939 ont été des années très difficiles pour l'entreprise. La transformation sera profonde. Il va falloir ouvrir de nouveaux marchés, mais aussi traverser la crise de 1929 et les changements sociaux de 1936. Mais en fait, c'est une période de transformation
de fond en comble de la maison Raymond. Donc Achille, qui a démarré sa carrière dans l'entreprise, dans un fauteuil, si je peux dire, s'est réveillé durement en 1919 et a dû faire face, avec ses collaborateurs, à une période extrêmement chahutée et très difficile à vivre. Pour difficile qu'elle soit, ces 20 années n'en seront pas moins fertiles. Les marchés traditionnels ayant disparu, Achille doit trouver des solutions de remplacement. Avec ses collaborateurs, il se lance à fond dans la diversification et développe de nouvelles collections de pièces de fixation, notamment toute une collection d'œillets, de rivets tubulaires, rivets forés, rivets bifurqués, les tourniquets, toute la collection des tourniquets. Le tourniquet a fait l'objet d'un brevet d'invention Raymond, dont les applications ont été élargies au monde entier. Des fermetures à glissière. On a fabriqué des fermoirs pour la gainerie. Ça aussi, c'est un développement de diversification. Donc ça a été un foisonnement de développement qui a permis à l'entreprise de ne pas licencier, de continuer à exister et qui a maintenu une certaine rentabilité positive. C'est aussi le temps où la maison Raymond, fournisseur de pièces de fixation pour des fabricants automobiles, met pour eux au point les premières agrafes en acier trempé. L'acier trempé est caractérisé par ses capacités élastiques. C'est un acier à ressort. Avec de l'acier trempé, on peut fabriquer des pièces de fixation qui règlent le problème de la fixation sur la tôle d'acier. Bon. On démarre avec quelques kilos d'acier trempant, acheté à Paturle en 1923 ou 24. Aujourd'hui, nous transformons plus de 40 000 tonnes d'acier trempant et nous sommes évidemment le premier utilisateur mondial d'acier trempant. Sur cette même période, l'entreprise change de dimension. Les quantités produites explosent et l'outillage suit le mouvement. On est passé d'une production artisanale, on parle de centaines de milliers de pièces, à une production de masse, on parle de dizaines de millions de pièces. Dans les années 30, de nouveaux nuages s'accumulent sur l'Europe. Les nazis prennent le pouvoir en Allemagne en 1933, multiplient les provocations, puis lancent leurs armées sur leurs voisins. La guerre éclate en 1939. L'histoire semble se répéter. Achille doit encore une fois réagir à la déflagration mondiale qui se présente. À nouveau, l'entreprise oriente sa production pour l'effort de guerre. Albert Victor, le fils d'Achille, s'engage. Comme des millions de soldats, il laisse derrière lui sa famille et son tout jeune fils de 7 ans, Alain. Il prend part au combat et se fait capturer par les Allemands. Incarcéré dans un oflag en Silésie, il réussit à s'évader en se cachant dans une poubelle, puis traverse l'Allemagne en train, se faisant passer pour un Allemand, lui qui parle la langue couramment. Il arrive à Grenoble le 24 décembre 1940. Vers 10 heures du soir,
et il m'a réveillé. J'avais 7 ans mais néanmoins, on se souvient, enfin, je me souviens comme si c'était hier de ce moment. Extraordinaire, absolument extraordinaire. Bon, il est rentré en France, nous étions en zone libre. Les autorités françaises lui ont fourni tous les papiers qu'il fallait et il a repris son activité dans l'entreprise Raymond. Les pouvoirs spéciaux votés par l'Assemblée nationale à Philippe Pétain en 1940 conduisent rapidement à l'armistice et bientôt à la collaboration. Achille Raymond meurt en 1941. La période tourmentée qui s'ouvre sous la direction d'Albert Victor va mettre l'entreprise à l'épreuve. Les commandes de l'armée s'arrêtent. La pénurie de matières premières entraîne l'adoption massive de l'aluminium pour la fabrication d'objets du quotidien. On a fabriqué les bouchons de tubes dentifrice et on a fabriqué ce fameux bouchon à l'intérieur duquel il y a une pointe qui permet d'ouvrir l'opercule du tube dentifrice. Malheureusement, à l'époque, on n'a pris que le brevet en France, mais c'est un excellent brevet. Ça fait partie des brevets qui vraiment ont fait le tour du monde. Sous la pression de l'occupant, la société grenobloise doit étudier d'éventuelles fabrications pour l'armée allemande. Mais une véritable course à la lenteur s'organise. Une course si efficace qu'aucun produit ne sera jamais livré. Albert Victor maintient un équilibre précaire sans qu'aucune violence ni licenciement économique ne surviennent. À la Libération, les effectifs ont fondu de moitié, mais les comités d'épuration donnent quitus de la bonne conduite du groupe et l'activité peut reprendre tant bien que mal. La 4e République est installée. Raymond connaît à nouveau un changement de régime politique. Mon père a été vraiment confronté à des problèmes, probablement parmi les plus difficiles qui aient été posés à l'entreprise. J'admire beaucoup la façon dont il a su maintenir une certaine activité, une certaine cohésion dans l'entreprise, alors que les antagonismes étaient d'une extrême violence et que les difficultés de tous ordres étaient quotidiennes. C'est la seule période dégressive de toute l'histoire Raymond. Le redémarrage s'effectue sur la base des productions du temps de guerre, notamment avec les fermetures à glissière qui tiendront une place importante parmi les produits sortis des ateliers. 1945 sonne également la renaissance de l'industrie automobile, auprès de laquelle Raymond ne manque pas de se signaler. L'Allemagne et la France, ou plutôt la France et l'Allemagne, possédaient, par chance, une compétence nouvelle, celle de concevoir et de fabriquer des pièces de fixation en acier trempé. Et l'industrie automobile française et allemande se sont reconstituées à partir de 1945. Et nous sommes arrivés au bon moment, avec une compétence qui résultait de la diversification antérieure. Et M. Perrochat, en Allemagne, a eu l'intuition, avant même les Français, du fait que cette compétence nouvelle allait avoir du succès. Donc nous servions Renault, Peugeot,
Citroën, Panhard. Enfin, nous servions toute l'industrie française et nous commencions à servir l'industrie allemande. Et ça a été un point de départ pour l'activité actuelle. Le point de départ, c'est 1945. Et après ça, ça nous a entraînés à travers les 30 Glorieuses. Les pièces pour l'industrie du cuir et du textile laisseront rapidement la place à ces nouveaux développements largement basés sur les pièces d'acier trempées. La période 1945-1970 a été une période de renaissance avec une capacité d'innovation sans autre équivalent dans l'histoire de l'entreprise. La prochaine révolution sera celle de l'injection plastique, pour répondre à la demande des constructeurs automobiles cherchant à éviter les problèmes de vibration et de rouille. Nous étions les seuls en Europe à offrir cette compétence. Donc, on a pu faire une moisson de brevets extraordinaire qui nous a assuré dans l'automobile mondiale une position qui est la nôtre aujourd'hui. Alain Raymond, le fils d'Albert Victor, va bientôt entrer en scène. Il passe son bac, suit des études supérieures, puis son parcours prend un tour original. Et j'ai été reçu au concours de l'École supérieure de commerce de Paris. J'étais pressé. Je ne sais pas pourquoi j'étais pressé, mais enfin j'étais pressé. Et je suis rentré à l'École supérieure de commerce de Paris, où j'ai passé 3 ans, à l'issue desquels j'ai été admis à l'École des officiers de marine de réserve sur le cuirassé Richelieu à Toulon. Ça a été probablement la période la plus intéressante de ma vie. J'étais au milieu de gens intéressants. Et je faisais quelque chose d'intéressant. À l'issue de cette période, j'ai été incorporé comme officier en 3e sur un dragueur de mine basé à Bizerte. J'ai donc servi comme officier en 3e sur ce bateau pendant 9 mois. À l'issue de cette période, la Marine nationale propose une carrière d'officier à Alain Raymond, ce qu'il envisage d'accepter. Il s'en ouvre à son père. À l'époque, je dois dire, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans l'entreprise Raymond. J'avais effectivement la vague idée d'une transmission de père en fils, enfin voilà. Ça s'était fait au cours des 2 générations précédentes. Je pensais que ça pourrait se faire sur ma génération. Mais c'était une vague idée. J'ai donc, depuis Nemours, téléphoné à mon père en France pour lui annoncer mon intention d'accepter la proposition de la Marine nationale. Et la réponse a été d'une extrême vigueur, négative. Tu dois, il faut, tu n'as pas le choix. Et donc, ma réponse à la Marine nationale a été négative, assez rapidement. Mon père était en détresse, mon père et ma mère étaient en détresse si j'avais vraiment l'impression que j'étais perdu pour la famille. Il faut dire aussi que j'étais fils unique. Et fils unique, c'est une horreur. Ça ajoute un peu à l'histoire.
En 1958, la Ve République est proclamée. C'est encore un changement de régime politique. Alain Raymond prend finalement part aux affaires de l'entreprise en 1959. Encore archaïque, héritée d'avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la gestion de production tient du folklore. La productivité n'est pas mesurée. Même si la société est bénéficiaire, elle a 20 ans de retard sur la concurrence. Les fermetures d'ateliers non rentables seront le premier travail d'Alain, mais il n'y aura aucun licenciement. C'est une situation d'urgence et de précarité à laquelle il faut faire face. L'entreprise était partagée en deux groupes. Un groupe minoritaire, j'ai des noms, de gens qui souffraient de ces imperfections et qui souhaitaient les corriger et qui avaient des embryons de solutions pour les corriger. Et puis un groupe majoritaire de cadres qui considéraient que l'entreprise était bénéficiaire, que la situation était maîtrisée et que tout allait bien et qu'il n'y avait aucune raison de bousculer les traditions. Groupe majoritaire. Et mon père faisait partie du groupe majoritaire. Mais mon père avait quelque chose d'exceptionnel. Il avait décidé qu'il allait me faire confiance. Et il m'a toujours épaulé. Et ça, pour moi, ça a été un atout maître. Sans la confiance qu'il m'avait apportée, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Albert Victor initie donc les conditions idéales d'une modernisation qu'Alain va mettre en œuvre avec ses équipes. Une étape décisive sera l'informatisation. Les noms de milliers de références doivent changer pour laisser place à des codes numériques. C'est une révolution nécessaire, mais le système est mis en place dans la douleur. Ce passage à l'informatique a été un passage qui, à terme, s'est révélé extraordinairement utile à l'entreprise. Parce que ça a été l'une des causes du succès de l'entreprise et du succès actuel de l'entreprise. C'est la numérisation que nous avons attaquée 20 ans avant les autres. Bon. Mais pour le faire, il fallait ou bien être complètement innocent comme moi, ou bien être visionnaire. Je ne crois pas que j'ai été visionnaire, je crois que j'ai été innocent. C'est ça le vrai. Innocent et supporté par la confiance de mon père. Bon. Et ça nous a permis de faire les choses. Je ne me rendais pas compte de ce que des énormités de ce que je proposais. Et que mon père me soutenait, les gens suivaient. Mais vraiment, je ne me rendais pas compte. Quand j'y pense aujourd'hui... De nouvelles machines font leur apparition pour l'injection plastique et le métal. Et désormais, chaque atelier qui ouvre est rentable à coup sûr. La productivité a été multipliée par 10 au moins. Et j'ai eu cette chance d'être à un moment de très grand progrès technologique et de pouvoir participer à cet élan de progrès qui a compensé largement les fermetures d'ateliers auxquelles j'avais dû procéder. Et puis, lorsqu'on ouvrait un atelier sur des technologies nouvelles, cet atelier était rentable. Sous l'impulsion des réformateurs conduits par Alain Raymond, la folklorique gestion des stocks va s'en trouver quelque peu modifiée.
cette révolution dans la gestion va s'avérer extrêmement difficile. Et Madame Gaujon, l'informaticienne, s'attelle à construire le premier progiciel de gestion qui change le paradigme de l'entreprise et la fait définitivement entrer dans la modernité. Mais les souvenirs de ces moments restent vivaces. Pendant au moins 2 ans, on a créé un désordre inouï. Et on a dû surmonter de véritables crises de désespoir des employés commerciaux, y compris les représentants. On a dû surmonter la colère des clients. On a dû surmonter le désespoir des comptables. On l'a fait. On a fini par y arriver. Et à partir du moment où tous les articles étaient codifiés et où on avait une idée des quantités, on avait une trace, on avait une histoire des quantités, par client, par article, un historique, on a pu commencer à gérer les stocks, gérer les lancements en fabrication. On avait une base. C'est désormais l'industrie automobile qui va entraîner la croissance d'Araymond. La transition entre Albert Victor et Alain s'est déroulée dans la confiance, avec à la clé la réussite industrielle. Cette troisième passation de pouvoir révèle-t-elle d'ailleurs une méthode pour former un futur dirigeant ? Ah, il n'y a pas de recette. Il n'y a absolument aucune recette. C'est vraiment une relation d'homme à homme. C'est une relation personnelle. Et on a la chance de réussir où on ne l'a pas. Il y a les gens comme moi qui ont eu la chance de pouvoir le faire, et j'en ai beaucoup profité, mais j'ai aussi beaucoup donné pour y arriver, parce que j'étais très timide, et j'ai dû surmonter beaucoup d'appréhension pour y parvenir. Au début des années 70, la production du groupe est majoritairement hexagonale. Les remarques de l'acheteuse de la société Peugeot vont alerter Alain Raymond sur la nécessité de se projeter au-delà des frontières. Elle m'avait dit, vous savez, monsieur Raymond, votre société a bonne réputation et elle est bien considérée par la société Peugeot, mais vos ambitions à l'international nous préoccupent. Nous pensons que votre société est confinée dans sa caractéristique nationale. Et si vous ne donnez pas à votre société une dimension internationale plus nette, au moins européenne, vous risquez d'être déspécifié au profit des sociétés américaines qui sont implantées en Europe. C'est ce signal d'alarme qui a véritablement déclenché mon envie d'ouvrir l'entreprise à l'international. Donc la course a commencé en Europe. L'entreprise est passée du stade d'entreprise essentiellement française, 85% de l'activité en France, à une position véritablement mondiale. L'établissement français a continué à croître, mais il ne représente plus que entre 15 et 16% de l'activité totale. Et grâce à son réseau d'implantation internationale, l'établissement français exporte les 2 tiers de sa production.
L'internationalisation est lancée avec une véritable frénésie à partir de 1972 dans toutes les directions. L'entreprise va s'implanter en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Elle produit de plus en plus, s'automatise et sa taille grandit. Alain Raymond transforme la société grenobloise en multinationale. Au-delà de l'innovation, une philosophie empreinte d'humanisme chez ses dirigeants explique en partie la réussite de cette entreprise qui, en plus d'un siècle et demi d'existence, a toujours démontré la volonté de préserver son personnel. Je crois que c'est le fait de faire confiance, de dire à chaque personne qu'on lui attribue le mérite de pouvoir, d'être quelqu'un qui peut faire quelque chose d'utile et qu'on croit que c'est possible. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques de notre entreprise depuis longtemps. Mon arrière-grand-père, Albert Pierre, c'est un type qui était près des gens, qui les considérait. Mon père, Albert Raymond, avait ce don. Je pense l'avoir eu aussi. Et Antoine, là, au plus haut point. Voici donc en 1999 la 5e génération aux commandes avec Antoine Raymond. Là encore, pas de recette pour la transmission, mais une certaine lucidité sur le moment de passer le flambeau. Dans une entreprise comme le groupe Raymond, on a vu que l'innovation, à tous les niveaux, l'innovation produit, l'innovation technique, l'innovation logistique, l'innovation commerciale, enfin l'innovation en général, était fondamentale. Je pense que les capacités d'innovation se diluent avec le temps et avec l'âge. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, on devient rigide. J'ai senti ça à partir de 60 ans. Bon, en réalité, ça s'est peut-être produit avant, je ne sais pas. Mais bon, à partir de 60 ans, je me suis surpris à retenir le passé. Conscient d'avoir touché sa propre limite, Alain Raymond a installé la génération suivante, persuadé qu'elle ferait mieux que lui pour développer encore l'entreprise. Moi, j'ai une très grande admiration pour le travail qui a été fait dans l'entreprise depuis mon départ. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr de ne pas avoir les compétences pour le faire moi-même. Non, ce qu'ils ont fait est tout à fait remarquable. Et à tout point de vue, l'entreprise s'est développée, elle a fait des progrès dans tous les domaines. Elle a, aujourd'hui, 18 ans après mon départ, autant d'avenir devant elle que le jour où je suis parti. Donc, c'est tout ce que je souhaite.